Mesdames et messieurs, bonjour. L'hôte de diplomatie de cette semaine est un homme traqué, pourchassé depuis près de 2 semaines par la Direction générale de la sécurité d'État et les services de renseignement du Mali. Justement, le Mali, c'est là-bas où il se trouve et depuis décembre, l'actualité du pays est agitée par une mystérieuse affaire de tentative de contre-coup d'État dans laquelle notre invité est mis en cause. L'ancien et dernier premier ministre du régime du président IBK, destitué le 18 août 2020, rompt le silence. Boubou Cissé consacre sa toute première sortie médiatique en Afrique à Diplomatie et à iRadio. Pour des raisons de sécurité, cet entretien exclusif ne va durer que 30 minutes. Boubou Cissé, bonjour. Bonjour. Comment vous portez-vous? Je me porte bien, par la grâce de Dieu, physiquement et moralement, je vais bien. Vous êtes accusé, ainsi que plusieurs de vos proches, par la justice malienne de vouloir déstabiliser et saboter la transition en cours, rendant aléatoire tout projet de stabilité et de développement. Quelle est votre réponse par rapport à ces accusations qui pèsent sur vous? Évidemment, je suis dans une incompréhension totale face à ces accusations, face à la situation même. Je ne reconnais pas du tout les faits. Je n'ai jamais pensé intenter une seconde, ne serait-ce qu'une seconde, à la stabilité des institutions de mon pays. Le sens élevé de l'État que j'ai, l'engagement patriotique qui a toujours été le mien, le respect quasiment religieux des institutions démocratiques et républicaines que j'ai, honnêtement m'interdisent à participer à un complot quelconque contre mon pays ou ses institutions. 5 de vos proches sont mis aux arrêts, dont le directeur de PMU Mali. Vital Robert Diop est poursuivi pour avoir mis 200 millions de francs CFA dans le projet que vous auriez en commun, celui de comploter contre l'État malien. Ces allégations sont-elles fondées? Bon, je pense qu'il s'agit très clairement de fausses allégations. Ces allégations, ces accusations ne sont que dans la tête de ceux ou celles qui sont en train d'accuser sur la base de preuves non matérielles. Et les 5 personnalités qui ont été arrêtées et mises sous mandat de dépôt, j'en connais certains. Il y en a d'autres que je ne connais pas. Mon propre jeune frère en fait partie. Vous avez parlé de M. Vital Robert Diop, qui était, jusqu'à son arrestation, le directeur général de PMU Mali. Il y a aussi 2 hauts cadres du Trésor public malien. Ça, ce sont des gens que j'ai connus parce que j'ai été leur ministre de tutelle lorsque j'étais ministre de l'économie et des finances, mais en aucun cas il n'a été question entre eux et de moi de propos qui pourraient laisser penser à une déstabilisation des institutions de mon pays. Il y en a parmi eux que je n'ai même pas vu depuis plus de 2 ans. Donc je ne sais pas à quel moment j'aurais pu m'asseoir avec eux pour comploter contre mon État. Donc il s'agit d'accusations qui ne sont pas fondées. Et sur la base des entretiens que j'ai eus avec mes avocats qui ont eu accès au dossier, ces accusations ne reposent sur rien du tout. Aucune preuve matérielle, aucune filature, aucune écoute. Bref, le dossier semble être vide. Quel commentaire faites-vous sur l'information judiciaire ouverte contre vous et vos co-prévenus pour atteinte à la sûreté de l'État? Voilà, je suis vraiment dans une totale incompréhension face à cette situation et puis même face à l'ouverture de cette information judiciaire. Pour rappel, j'ai d'abord appris les faits à travers les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, à l'époque, il s'agissait de rumeurs. Mais puisque la rumeur devenait persistante, j'ai cru bon de faire un communiqué pour totalement démentir les rumeurs et indiquer que ni moi, ni les personnalités qui sont citées aujourd'hui sous mandat de dépôt n'étaient ni de près ni de loin, ni directement ou indirectement associés à quelques projets de déstabilisation que ce soit des institutions de mon pays. Et que je défie à quiconque d'en apporter la preuve contraire. Par la suite, il y a eu les arrestations, y inclut celle même de mon jeune frère. Des arrestations d'abord qui ont été extrajudiciaires par les services de la sécurité d'État. Maintenant, lorsque quelques jours après,
le dossier a été judiciarisé. Ils ont été entendus par la gendarmerie, puis par le juge, et ensuite mis sous mandat de dépôt, avant cette ouverture de l'information judiciaire. C'est seulement à ce moment que nous avons pris connaissance du réquisitoire du procureur, qui a précisé certaines des charges ou des accusations, complot contre l'État, déstabilisation des institutions, etc. J'ai été très surpris, j'ai été choqué. Et évidemment, je ne reconnais pas ces accusations-là et je ne reconnais pas les faits. Mais jusqu'à présent, je ne suis ni inculpé ni convoqué par la justice. Que pensez-vous de la tournure des événements? Non, j'ai été simplement surpris par la forme avec laquelle certains événements se sont passés. Je vous ai dit, je suis au Mali en sécurité, mais comme vous le savez, le jeudi 24 décembre, il y a des hommes lourdement armés qui sont venus chez moi. Ils se sont introduits de force à mon domicile sans ordre de la loi. Déjà, cela était étonnant, la forme n'y était pas. Moi, j'étais allé faire une course et je n'étais pas à la maison. Ils ont violenté les personnes qui étaient présentes chez moi, y inclut le personnel de maison. Ils leur ont demandé de dire où j'étais, mais évidemment, elles ne savaient pas où j'étais, elles n'ont pas pu répondre, et ils ont fait l'objet de cette brutalité de la part des gens qui se sont introduits dans ma maison. Ils ont fini par fouiller partout chez moi, et lorsque nous avons téléphoné pour savoir si c'était la sécurité d'État ou les agents de la sécurité d'État qui étaient venus chez moi, les autorités ont répondu que non. Et à l'heure actuelle encore, je ne sais pas, je ne sais toujours pas. Et donc j'ignore si c'était des agents des forces de l'ordre, j'ignore si c'était des bandits, j'ignore si c'était des gens qui en voulaient à ma vie. Bref, je ne sais pas. D'où ma décision de me mettre en sécurité en lieu sûr pour l'instant. Que se passe-t-il entre vous et les autorités du Conseil national pour le salut du peuple? Je ne sais pas si c'est les autorités du Conseil national du salut public qui m'en veulent. Je ne sais pas d'où vient pour l'instant cette cabale à mon encontre, ni ce qui le justifie. Et j'attends d'avoir plus de visibilité. En tout cas, je ne pense pas avoir fait quelque chose qui puisse contrarier le processus actuel qui est en cours au Mali, à savoir une transition qui devrait déboucher sur des élections libres, transparentes et crédibles dans notre pays et la mise en place d'un président démocratiquement élu. Est-ce que vous allez répondre à une éventuelle convocation du juge? Voilà, je ne suis pas homme à vouloir me soustraire à la justice de mon pays. Je ne comprends pas ce qui se passe, ni pour moi, ni pour ceux qui sont accusés et qui ont été mis en prison. Je pense aux 5 autres personnalités mises sous mandat de dépôt. Mais si la justice est effectivement impartiale dans cette affaire, s'il y a un procès et qu'il est équitable, évidemment que j'aurai confiance et que je me présenterai. Pour l'heure, je demande simplement à ce que les choses se fassent dans la forme et dans le respect de mon intégrité physique, donc dans la sécurité en gros. Vous cachez-vous? Non, je ne me cache pas, je me suis simplement mis dans un lieu en sécurité compte tenu de l'incident qui s'est passé chez moi le 24 décembre. Et cela en attendant que les choses se passent en bonne et due forme. Ce n'est pas une envie de me cacher, c'est simplement une précaution que je prends pour préserver mon intégrité physique. Vous avez été incarcéré pendant 52 jours après le coup d'État du 18 août 2020 qui a renversé votre régime. Votre séjour carcéral, comment c'était? Les 52 jours ont été éprouvants. C'était une preuve, dans le sens où nous avons été violentés. C'était pas le cas. Il n'y a pas eu de violence physique. Au contraire, notre intégrité physique a été préservée. Nous avons été dans un environnement décent.
Mais 52 jours avec pratiquement plus de 30 sans avoir des nouvelles de sa famille et sans que la famille n'ait de nouvelles de vous, ça c'est peut-être l'élément qui a été le plus difficile, puisque c'est après pratiquement 30 ou 35 jours que j'ai pu recevoir une visite familiale. Je pense que ça a été peut-être cela le plus difficile, et ne pas pouvoir vaquer librement, ne pas être libre de ses mouvements. Avec le recul, Boubou Cissé, très sincèrement, aujourd'hui, avez-vous des regrets par rapport aux conditions dont vous avez quitté le pouvoir malgré vous? Non, personne ne souhaite quitter le pouvoir à travers un putsch militaire. Notre idéal politique, notre éducation, les valeurs et les principes démocratiques et républicains qu'on nous a inculqués nous laissent présager que nous préférons quitter le pouvoir par la voie démocratique, et qui est la voie constitutionnelle, c'est à travers les urnes. Et donc ce qui s'est passé, évidemment, est regrettable, mais c'est surtout regrettable pour le Mali et pour l'ensemble des Maliens. Et nous espérons que nous allons se ressaisir tous ensemble en tant que pays, en tant que nation, reconstruire et reconsolider notre démocratie pour que des événements de ce type ne se reproduisent plus dans une république. Avez-vous des nouvelles de votre famille, Boubou Cissé? Oui, ma famille se porte bien. Elle n'a aucun problème particulier. Tout va bien. Elle est avec vous ou bien? Non, la famille n'est pas avec moi en ce moment. Mais elle va très bien, elle n'est sous aucune contrainte et elle se porte bien. Et la réconciliation nationale, qu'en pensez-vous? Elle est en marche ou non? Elle est en marche depuis la signature de l'accord d'Alger en 2014. Elle a été contrainte par certains aléas qui ont fait que du retard a été pris. Récemment, lorsque j'étais chef de gouvernement, il y a certaines initiatives qui ont été prises aussi, notamment dans le cadre du dialogue national inclusif, qui devraient nous aider à faire en sorte que la réconciliation puisse être effective, que les Maliens, dans leur ensemble, puissent se parler, non seulement qu'ils puissent se parler, mais surtout que les Maliens s'écoutent et s'entendent. Ce travail-là a commencé, il est toujours en cours, notamment au niveau des communautés, et j'espère que concrètement, ça donnera un résultat et jusqu'au niveau national. Le 25 décembre dernier, le chef de file de l'opposition et leader de l'Union pour le renouveau démocratique, Soumaïla Cissé, décède du coronavirus à Paris, 2 mois seulement après sa libération par les djihadistes. Était-il, selon vous, l'homme idéal pour la concrétisation de cette réconciliation nationale tant souhaitée? Je pense que l'honorable Soumaïla Cissé, paix à son âme, faisait partie de ces grands hommes qui ont façonné et contribué à la démocratie au Mali. Ils ont aidé à construire la démocratie malienne et c'est cela que je retiens de l'homme. Et cela doit nous faire réfléchir nous-mêmes et prendre conscience de nos acquis et de la lutte que nous devons à ceux-là, comme Soumaïla, qui nous ont précédés. Dans la situation tumultueuse des crises multiformes dans laquelle nous vivons aujourd'hui et dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui au Mali, leur souvenir peut nous guider à chaque instant et nous servir à ne pas perdre le nord, je dirais. Ils peuvent être notre force, notre courage et nous donner un cœur aussi courageux que le leur. À l'heure actuelle, les défis sont grands, la tâche est colossale et j'espère que chaque Malien, chacun et chacune va se rappeler de ces grands hommes-là pour aussi contribuer
à faire du Mali un pays plus stable qu'il ne l'a été jusqu'à présent et prospère. Le régime de transition est-il à la hauteur des attentes des Maliens? Ce qui est sûr, les défis sont énormes aujourd'hui. Ils sont sécuritaires, ils sont sanitaires, ils sont économiques et sociaux. Et face à ces défis qui sont énormes, il y a aussi les enjeux qui sont tout aussi importants. Faire revenir le Mali à une stabilité politique dans l'horizon temporel qui a été indiqué par la CEDEAO. Et donc d'ici 14 mois précisément, pouvoir organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Et cela va nécessiter un travail colossal, un travail complexe et un travail qui n'est pas avec la distraction. Donc vraiment, il faut que les autorités du moment soient totalement concentrées et ne puissent pas être distraites par autre chose pour s'attaquer à toutes ces réformes-là, administratives, institutionnelles, politiques et électorales qu'il va falloir faire pour pouvoir tenir à date les élections présidentielles et élire et mettre en place un président démocratiquement élu. Et j'espère que les autorités de la transition en ont pleinement conscience et j'espère qu'elles vont pouvoir utiliser toutes les ressources et les compétences qui existent déjà dans le pays pour atteindre cet objectif important pour la survie du Mali. La transition en place est-elle assez représentative des différentes sensibilités de la société malienne? Je pense que les autorités actuelles n'ont pas encore fini de distribuer les différentes cartes et les différents postes. Et j'ose espérer qu'ils auront le souci de la représentativité, que ce soit la représentativité du genre ou autre. J'espère que ce souci cet objectif-là sera aussi leur souci premier. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques jours, le Niger a subi la pire attaque terroriste de son histoire perpétrée dans la région de Tillabéri, frontalière avec le Mali. Le Mali également, dans un passé très récent, a subi des événements similaires. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre le terrorisme ou le djihadisme? Je pense qu'il est important de continuer le travail qui a déjà été commencé il y a quelques années, à savoir donner les moyens nécessaires à nos forces de défense et de sécurité pour assurer la protection et l'intégrité du territoire malien et lutter efficacement contre le terrorisme. Cela nécessite des moyens colossaux. L'État a fait des efforts, continue à faire des efforts. Il est important que les autres partenaires et les autres pays nous aident aussi et aident le Sahel. Parce que le problème dont il est question est un problème qui est aujourd'hui global et non pas simplement localisé au Mali ou dans le Sahel. Donc ça, c'est important. Je pense qu'au-delà du renforcement de nos forces de défense et de sécurité et de leur élévation à un certain niveau, il faut aussi répondre aux difficultés que rencontrent tous les jours nos populations, qui les font tomber dans une forme de paupérisation et qui fait qu'elles deviennent plus vulnérables et peut-être plus facilement parfois recrutables par les terroristes. Et donc, il faut investir beaucoup dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Il faut investir pour que des activités génératrices de revenus puissent être créées, qu'il y ait plus d'emplois et que nous puissions répondre à cette jeunesse, à la demande de cette jeunesse-là, je dirais. Monsieur le Premier ministre Boubou Cissé,
Nous sommes à 14 mois très précisément de la présidentielle. Le procureur de la République du Mali, Mamadou Kassogué, a dit que vous avez des ambitions présidentielles. Est-ce le cas? Donc, je ne sais pas pourquoi cette question est au centre de ceux qui arrivent ou de ceux qui m'arrivent. Malheureusement, pour ceux qui sont incarcérés, comme pour moi, ça semble être le cas et je ne comprends pas. Ce que je sais, c'est que je viens de passer 7 ans au service de mon pays, au service de l'État de mon pays, 7 ans où j'ai aidé comme j'ai pu, et 7 ans où j'ai pu aussi découvrir les réalités de la vie politique malienne. Ces derniers mois ont été assez éprouvants. Et il y a eu les crises, il y a eu le coup d'État, j'ai été détenu pendant 52 jours, et maintenant cette nouvelle épreuve d'accusation de vouloir déstabiliser les institutions de mon pays. Donc là où je suis aujourd'hui, j'aspire à passer du temps, à profiter déjà de ma famille, à me reposer. Je souhaite voyager un peu pour changer d'air. Donc cette question ou cette éventualité, cette question liée à mes ambitions présidentielles, ce n'est vraiment pas ma préoccupation du moment. Je me préoccupe plus de mon frère qui est aujourd'hui incarcéré et puis des autres personnes aussi qui ont été arrêtées. Je me sens concerné par les ambitions présidentielles qu'on me prête sont au centre de cette affaire et expliquent leur sort aujourd'hui. Donc c'est vraiment là mes préoccupations du moment. Boubou Cissé, vous avez été du début à la fin de l'ère IBK, de ministre des Mines de 2013 à 2015. Vous êtes passé au portefeuille de l'économie et des finances de 2016 à 2019 avant d'atterrir à la primature, lieu où vous étiez lorsque le coup d'État a été perpétré par l'armée contre votre régime. Merci pour cette exclusivité accordée à Diplomatie. Nous vous en remercions infiniment. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Merci à Serine Saliou Dème pour la réalisation. C'était Mam Abdou Gaye Kassé à la présentation. À mercredi prochain sur la radio d'ici et d'ailleurs.